Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'ESP32. Au menu, principalement l'analyse du matériel que je vais utiliser par la suite. On commence par la puce elle-même. L'ESP32, c'est une série de petits microcontrôleurs 32 bits conçus pour les systèmes embarqués et l'Internet des objets. Ça intègre directement des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth. Cette puce consomme très peu d'énergie et possède plusieurs modes de fonctionnement avec veille et réveil. L'origine de ce composant, c'est chez Expressif, une fabless, c'est-à-dire une entreprise qui conçoit et vend sans rien fabriquer. Celui qui fabrique, c'est le fondeur taïwanais numéro 1 mondial, TSMC. Réalisation avec une finesse de gravure de 40 nanomètres, et les mauvaises langues vont dire que c'est la préhistoire des semi-conducteurs. Alors en effet, on est loin des 2 nanomètres des puces de dernière génération. Mais alors, comment expliquer le succès de l'ESP32? Comme souvent, c'est l'argent le moteur. Parce que l'ESP32, il coûte moins de 2 € en France et à l'étranger, c'est quasiment donné. Et aussi, l'ESP32, il est tout petit. 6 mm, c'est presque plus petit qu'un moustique. Et pourtant, si on regarde à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Un processeur 32 bits double cœur, plus un coprocesseur ultra basse consommation, et un PMU pour se connecter aux courses de chevaux. Non, même pas vrai. Le PMU, c'est plutôt le système de gestion de l'énergie et des modes de veille. Du côté des mémoires internes, de la ROM, donc écrite par le fabricant, avec des fonctions pour le démarrage, des parties de la bibliothèque standard NewLib pour le langage C, et beaucoup de code pour la gestion des couches basses et des interfaces Bluetooth et Wi-Fi. Également de la RAM à usage général, 520 kilo-octets, une autre RAM à usage spécifique, notamment liée au fonctionnement de l'horloge temps réel, bien sûr de la flash, mais attention, pas sur tous les modèles. Sur celui que j'ai par exemple, il n'y en a pas. Et sinon, rien à voir avec les mémoires, mais on a de nombreux timers, internes ou externes. Du côté des périphériques maintenant, il y en a une multitude. Le Père Noël a été généreux. On commence par 4 liaisons série SPI, chacune avec 4 signaux logiques. Exemple typique d'utilisation du bus SPI, la connexion de capteurs communicants en tout genre. Ou bien SPI pour la commande d'écran, GLCD standard, ou LCD couleur haute résolution, ou encore des écrans e-paper à encre électronique. Sinon, on a aussi 2 interfaces série I2C, juste 2 fils SDA SCL. Et on peut raccorder plein de choses, par exemple un afficheur ou des capteurs en tout genre, mouvement, pression, gaz, boussole, luminosité, etc. Sinon, on a aussi 2 interfaces série I2S, des liaisons série permettant de connecter des équipements audio. Il en existe même des miniatures, par exemple ici avec cet amplificateur 3 watts. Plus qu'à rajouter le haut-parleur et c'est tout Tomorrowland à la maison. Allez, on continue. Contrôleur pour carte SD, du classique, pour l'export de fichiers en tout genre. Ensuite, 3 liaisons série
universel pour connecter tout et n'importe quoi. Par exemple, un terminal texte qui affiche du texte sur un écran, comme le bon vieux hyper-terminal de Windows, qui d'ailleurs peut même servir à faire des animations ASCII. Allez, à vos commentaires pour me donner le nom de cet animal. Mais l'UART, c'est pas uniquement pour afficher des phrases, c'est universel. Ça permet aussi d'envoyer des textes de commande. Autre exemple, pour piloter un lecteur audio MP3. L'UART sert à choisir les morceaux ou encore à régler le volume. Et encore, autre exemple avec l'UART, et ce lecteur d'empreintes digitales avec interface série. Ou encore raccordement d'une caméra. Celle-ci, elle est mini, 32 mm de côté, un vrai gadget pour l'espionnage. Allez, passons à autre chose avec le bus CAN. Et bien sûr qu'il en est capable. Et même plus généralement, le two-wire, c'est-à-dire un standard très répandu dans le secteur automobile. Ça permet de faire communiquer les calculateurs entre eux. Ensuite, bien sûr, de l'Ethernet. Je rappelle que l'IoT, c'est le domaine de prédilection de l'ESP32. On continue avec un contrôleur pour gérer la réception et l'émission de signaux infrarouges. Il suffit de câbler une simple diode pour réaliser une télécommande. On continue encore avec bien évidemment des sorties PWM. Et même certaines sont dédiées directement au pilotage de moteurs. Sortie compatible pour la commande de montage en pont avec temps mort intégré. Ou encore des PWM pour le contrôle de LED. Très classique, plus on augmente le rapport cyclique, plus on voit la LED allumée fort. Bien sûr, la période doit être très rapide pour ne pas voir le clignotement. Et on peut étendre le raisonnement à plusieurs couleurs, par exemple avec des LED RGB qui comportent les 3 couleurs primaires dans un même boîtier. Et donc, suivant la proportion de rouge, de vert et de bleu, on pourra restituer n'importe quelle couleur, même du blanc si les 3 sont au maximum. Mais les PWM peuvent servir à faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, pour la commande de petits servomoteurs, avec le standard qui exploite des pulses compris entre 1 et 2 millisecondes. Allez, autre chose, le capteur de température interne. Avec une fonction dédiée, on peut lire directement la valeur de la température de la puce. Gadget ou sécurité, chacun se fera son avis. Autre truc original, un capteur à effet Hall intégré. Donc pour détecter des champs magnétiques. Ça peut servir par exemple comme détecteur de présence en utilisant un aimant. Originalité encore avec des capteurs de toucher. Rien besoin de câbler. L'ESP32 mesure la capacité parasite entre ces broches et la référence. Et cette valeur de capacité est traduite en valeur numérique. Ensuite, on trouve 2 sorties analogiques, des vraies, ça mérite d'être signalé. Et il y a même un générateur interne de fonctions sinusoïdales paramétrables. Dans l'autre sens, plus classique des entrées analogiques, il suit 18 voies possibles pour récupérer n'importe quelle tension analogique.
Et bien sûr, les broches peuvent avoir plusieurs fonctions, et notamment réaliser le basique du basique, des entrées-sorties tout ou rien. Par exemple, pour allumer de simples LED ou lire l'état d'un bouton. À noter que l'ESP32 intègre directement en interne des résistances de tirage. Ce n'est pas une obligation de les utiliser, mais en s'en servant, on évite de rajouter une résistance en externe. Ampoule up avec un contact normalement ouvert au repos, la lecture donne 1 logique. Ampoule down, c'est l'inverse, la lecture au repos donne 0 logique. Et on notera que l'on a jusqu'à 34 broches utilisables. Donc on peut en câbler un sacré paquet de boutons. Ou même utiliser des claviers. Avec l'organisation en ligne-colonne, ça permet d'ailleurs de réduire le nombre de fils. Ici, 8 fils pour 16 touches. Même chose d'ailleurs avec les claviers souples à membrane. Pour les sorties, avec 34 broches, eh bien, on peut en commander un sacré paquet de LED en tout genre. D'autant plus si on utilise des matrices à interface série. Constituées de LED RGB intelligentes, elles intègrent un contrôleur de liaison série à un seul fil. On peut ainsi mettre en cascade plusieurs LED, chacune reçoit l'information de la précédente et transmet ensuite à la suivante. La broche D-in pour la donnée d'entrée, D-out pour la sortie vers la LED d'après. Chaque LED lit les 24 premiers bits qu'elle reçoit, puis transmet le reste de la trame aux autres LED sans les 24 bits qu'elle vient de lire. Une fois que toutes les LED ont reçu leur code, le cycle d'envoi recommence. Si on regarde les 24 bits du code de chaque LED, c'est 3 paquets de 8. Un paquet par couleur primaire, valeur donc de 0 à 255 car 8 bits. Chaque bit est composé par un système de type no return to 0, c'est-à-dire un pulse avec une période de 1,25 microsecondes. Donc un système très rapide. Exemple avec 256 pixels, on a un rafraîchissement en moins de 400 microsecondes, soit plus de 200 fois par seconde. Et donc on peut réaliser des animations vraiment sympas. Avec plein de couleurs, on peut créer des jeux en tout genre, ou faire des applications plus sérieuses. Et il y en a même avec des bandeaux souples. Ou encore avec des anneaux RGB. Et bien voilà, l'ESP32, c'est beaucoup de périphériques. Petit résumé ici, extrait de la doc du fabricant. Et je n'ai pas encore parlé des liaisons sans fil. Notamment le fait que l'ESP32 embarque le nécessaire pour le contrôle d'une liaison Bluetooth. Et il intègre aussi de quoi faire pour communiquer en Wi-Fi en application des normes actuelles. Dans le SP32, on trouve également une zone radiofréquence avec un émetteur-récepteur jusqu'au balloon, le circuit de raccordement à l'antenne qui sera accablé en extérieur. Toujours dans le SP32, des circuits et non pas des programmes pour la cybersécurité. Circuits qui réalisent en dur des chiffrements de messages selon différentes techniques. Et autre point à signaler, un vrai circuit de génération de nombres aléatoires sur 32 bits, en utilisant le bruit thermique des convertisseurs analogiques numériques. Allez, passons maintenant aux différentes zones mémoire de l'ESP32. Je rappelle que l'ESP32 a un double cœur,
les deux CPU peuvent faire la plupart des opérations, sauf un cas particulier. Elles sont donc interchangeables. On trouve également en interne un contrôleur DMA. Ça accélère le fonctionnement, notamment ça permet au périphérique d'accéder à la mémoire sans passer par les CPU. Et également de la mémoire cache pour accélérer les transferts vers les mémoires câblées en externe. Je rappelle aussi que l'ESP32, c'est une architecture Harvard. J'ai redessiné ici la structure déjà vue dans ma vidéo sur le microprocesseur. Sur la doc de l'ESP32, on retrouve les deux types de bus. D'une part, les données et d'autre part, les instructions. Les adresses sont codées sur 32 bits, soit plus de 4 milliards d'adresses. Mais elles ne sont pas toutes utilisables, loin de là. Les bus de données et d'instructions sont sur 8 bits, donc on trouve les tailles des différentes zones adressables. Si on fait un bilan, seuls 21 mégaoctets sont utilisables dans l'espace adressable. 512 kilooctets pour la gestion des périphériques. Voici juste le début des adresses, avec par exemple l'emplacement des registres de gestion des GPIO. Bon, ça c'est qu'un exemple, car en théorie, il y a de la place pour 512 000 registres. Bon, en vrai, il y en a beaucoup moins. Ensuite, de la mémoire en interne. De la ROM, j'en avais parlé. Revoir le début de la vidéo où j'explique à quoi elle sert. Ensuite, de la mémoire RAM avec des espaces dédiés aux bus d'instruction qui sont un petit peu particuliers. Et avec des zones images en double, ce qui fait que l'on a en réalité seulement 520 kilooctets. Et souvent, ce sont uniquement les 328 kilooctets sur le bus de données qui sont utilisés. Comme on le voit quand on compile un programme. Pas de mémoire flash en interne sur le micro que j'utilise. Il faut la rajouter en externe pour pouvoir recevoir le programme à exécuter. Il existe 3 zones pour adresser ces mémoires externes. Celle de la RAM avec 4 mégas au maximum et 2 zones pour la flash, soit environ 16 mégas au maximum. Sur cet exemple, on voit la place occupée par le programme dans la mémoire flash après l'étape de compilation du programme avec le logiciel. Voici une vue d'ensemble. À droite, les mémoires internes. À gauche, les espaces pour les éventuelles mémoires externes. Et on notera qu'il y a un mappage des adresses, c'est-à-dire la définition d'une correspondance entre les adresses internes de l'ESP32 et celles propres à la mémoire. Exemple ici, lors du téléchargement du programme, ce sont les adresses de la mémoire qui sont affichées et non pas celles de l'espace adressable de l'ESP32 en interne. Allez, passons maintenant au module VROOM. Tout d'abord, ne pas confondre le WROOM et le VROOM. Alors en fait, le WROOM, c'est un tout petit circuit imprimé, à peine plus grand qu'une résistance et avec un couvercle. Et si on ouvre le couvercle, on voit les composants du module. Au milieu, le SP32,
à droite l'horloge et au-dessous de la mémoire flash. Alors il existe plusieurs variantes. Des modèles avec antenne intégrée ou pas. Et ensuite, c'est la température max et la taille de la mémoire flash qui fait la différence. Le modèle que j'ai, il a une antenne et 4 mégas de mémoire. Sur le schéma fonctionnel, on retrouve les éléments et on remarquera que la flash est à accès série SPI, ou plus exactement le QSPI qui est 4 fois plus rapide. Voici le brochage du circuit imprimé. On compte 38 pins, en oubliant la 39 masse optionnelle au-dessous qui est impossible à souder avec un fer classique. Et on notera que les pins sont des demi-trous métallisés, assez répandus avec les micro-circuits. Si je compte les 1 plus 6 NC du bas, non connectés ou inutilisables, car partagés avec la flash, ça donne 31, donc 18 de moins que le SP32. Regardons le schéma pour comprendre. Le SP32 au milieu, la mémoire flash externe avec les 6 fils du quad SPI, l'oscillateur 40 MHz pour l'horloge, les capacités de découplage de l'alimentation et le circuit d'adaptation d'impédance de l'antenne. Et si on regroupe tout ça, on retrouve le brochage du WROOM. Allez, passons maintenant à la carte de développement. Carte, c'est un bien grand mot. Vu la petite taille du truc, c'est plus petit qu'une boîte d'allumettes. On trouve au centre le VROOM avec son ESP32, sa flash et son antenne. Au-dessous, une place libre. Ça, c'est si on veut ajouter l'option VROOM avec RAM. Ensuite, un régulateur de tension pour fournir l'alimentation 3,3 volts à tout le monde. Et donc, si la carte est alimentée, la LED Power rouge est allumée. Principale source d'alimentation, c'est par le connecteur USB, qui sert aussi pour le téléchargement des programmes. À gauche, un tout petit bouton Reset. Et à droite, un bouton pour la mise à jour du firmware, à usage pour les experts. En fonctionnement normal, on n'y touche pas. Et enfin, le composant central, qui est un pont USB vers UART pour convertir au format liaison série standard tout ce qui est reçu sur le port USB, donc le programme lors du téléchargement. Sur le schéma de la carte, on trouve le VROOM bien sûr, alimenté par le régulateur de tension qui prend sa source sur le port USB. USB qui transporte aussi les données qui sont transformées par le pont puis envoyées à l'ESP32 sur RX TX. Ensuite, restent juste les boutons et les connecteurs. Attention, il est aussi possible d'alimenter la carte en externe avec du 5 volts. Mais attention, il faut débrancher le connecteur USB pour éviter un retour de courant vers l'ordinateur ou de détériorer la diode anti-retour D3. Et en conclusion, voici le brochage du kit de développement. La pin 3,3 volts, c'est une sortie. Et la pin 5 volts aussi, sauf cas évoqué tout à l'heure. 6 broches câblées en interne à la flash, donc pas vraiment utilisables. Et cas particulier des 4 GPIO en haut, qui sont seulement des entrées. Et bien voilà, vous savez tout ou presque. À bientôt pour la suite, pour la programmation.